Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes lectures finalement de ces derniers mois. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait un bilan. Alors certes, j'en ai fait un pour le littératon féminin il y a à peu près une semaine, mais ce ne sont pas les seules choses que j'ai lues cet été et ce tout début d'automne. Donc je voulais revenir sur les quelques livres qui ont marqué mes lectures au cours de ces dernières semaines. Je n'ai pas forcément lu énormément puisque pendant le mois de juillet j'étais en voyage et j'ai un peu plus de peine à lire lorsque je ne suis pas chez moi et que je fais des choses pendant la journée, que je visite des musées, que je me promène, etc. Mais finalement j'ai eu de très bonnes surprises, donc j'ai très hâte de vous les présenter ici en vidéo. Donc tout d'abord un énorme classique, j'étais vraiment surprise de ne pas l'avoir lu avant. Il s'agit de Cahiers d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Donc Aimé Césaire, figure de la négritude. C'est grâce à cet ouvrage qu'on lui attribue finalement la paternité de ce mouvement artistique, littéraire du début du XXe siècle, qui était incarné par de nombreuses personnes d'origine typiquement des Caraïbes, mais également des personnes noires de manière générale qui écrivaient en langue française et qui revendiquaient leur identité africaine. J'ai acheté ce livre dans les éditions de Présence africaine, qui est justement une maison d'édition qui se spécialise dans des textes écrits par des personnes africaines, par des personnes afrodescendantes, qui a par ailleurs une librairie à Paris que je vous recommande fortement de visiter. Donc Cahiers d'un retour au pays natal, ce qui est plutôt court, se lit comme une très longue poésie. Aimé Césaire utilise réellement un langage extrêmement fleuri. Il y a des mots plutôt ardus qui font que c'est une lecture qui a quand même un certain niveau d'exigence, mais la langue est absolument magnifique. À travers ce texte, il va parler de nombreux thèmes de prédilection du mouvement de la négritude, comme le titre l'indique, le retour pour lui de la France vers la Martinique, des discriminations envers les personnes noires, du racisme, du colonialisme, de l'héritage du colonialisme en France à cette époque et de quel est finalement son statut, lui, en tant que personne africaine qui est boursier, qui se retrouve dans le quartier latin à Paris et qui se retrouve dans une position qui est finalement minorisée et extrêmement compliquée. C'est une lecture très particulière. Pour vous donner l'idée, c'est un ouvrage qui a été énormément apprécié par André Breton à l'époque du surréalisme, qui s'en rapproche quelque peu. C'est vraiment ce langage magnifique, ce langage orné qui vient également dans son fond dénoncer toute une forme de domination raciale et coloniale. C'est un classique, je ne peux que vous le recommander. Je me disais vraiment mais pourquoi finalement je ne l'ai pas lu plus tôt alors que j'ai lu d'autres auteurs associés à la négritude avant. Donc je vous recommande vraiment ce texte poétique pour finalement entamer votre découverte de ce mouvement littéraire qui est fondamental. Ensuite, nous partons un petit peu dans les pavés avec une lecture que j'ai lue au mois de juin, vers la début moitié du mois de juillet, qui s'est lu également très bien. Il s'agit de L'homme qui savait la langue des serpents d'Andrus Kivirak, j'ai probablement mal prononcé son nom de famille, qui est donc un auteur estonien. Cet ouvrage se classifie généralement sous le genre de réalisme magique. Il prend place au XIIIe siècle en Estonie et le XIIIe siècle est une période charnière dans l'histoire estonienne puisque c'est à cette époque que les chevaliers germaniques, les chevaliers teutons vont partir vers l'est et arriver donc dans la région des pays baltiques, et ils vont forcer les populations à passer à l'époque du Moyen-Âge, c'est-à-dire à passer vers un système agraire et a également changé de religion puisque auparavant les Estoniens vivaient principalement dans les forêts, étaient généralement païens et vivaient plutôt de la cueillette. Donc ils ont connu une évolution vers le Moyen-Âge qui peut être considérée tardive si on la compare à celle qu'a connue l'Europe occidentale. Et c'est dans cette période historique très particulière que le lecteur va suivre le personnage principal de Limet qui vit dans la forêt avec sa famille et qui voit petit à petit ses voisins, ses amis, sa communauté qui quittent la forêt pour partir vivre en plaine et devenir chrétien et vivre dans des maisons. C'est une atmosphère très particulière puisque l'on a ce côté ancré dans la réalité historique qu'a connu l'Estonie, mais il y a tout un côté fantastique qui va justement utiliser les mythes et légendes estoniennes liées à la vie dans la forêt, qui va broder sur toutes sortes d'éléments magiques, toutes sortes de créatures
qui font finalement entièrement partie du folklore estonien, notamment celui de la salamandre qui est une créature très importante dans ce roman. Donc on est à mi-chemin entre finalement un récit narratif historique et un récit de l'imaginaire où le personnage principal va vivre diverses aventures assez invraisemblables et qui sont justement placées dans un contexte assez fantastique, assez magique. J'ai adoré ce roman, donc on me l'avait recommandé plusieurs fois sur Instagram lorsque je vous avais demandé vos romans contemporains favoris. Il était revenu 3 ou 4 fois. Ça se lit vraiment très bien, ça se lit comme un roman d'aventure, il y a plein d'actions, le personnage principal connaît plein de péripéties et c'est vraiment une lecture que j'ai appréciée, j'ai trouvé ça bien écrit, j'ai trouvé que ça nous permettait au fait de découvrir un petit peu l'Estonie justement à travers son folklore et de comprendre pourquoi encore aujourd'hui les Estoniens entretiennent une relation toute particulière avec la forêt, puisque c'est finalement dans la forêt que pour eux se trouvent les origines du peuple estonien et les origines des mythes principaux, et que la modernité a été apportée par l'étranger et de façon un petit peu forcée. Donc j'ai trouvé que c'était touchant, j'ai trouvé que c'était que vraiment c'était rempli de tout cet imaginaire folklorique qui est extrêmement appréciable. Donc encore une fois je ne peux que vous recommander cette lecture. Ensuite ça c'était mon gros pavé de l'été. Je l'ai ici en italien mais il est traduit en français sous le titre de M, le fils du siècle je crois. Je vais vérifier ça et peut-être corriger. Écrit par Antonio Scurati. C'est un roman qui me faisait envie depuis très longtemps, qui a connu un succès retentissant en Italie, qui a reçu le prix Strega, qui est l'équivalent du prix Goncourt pour l'Italie, et qui retrace l'histoire de Mussolini et de son ascension au pouvoir, finalement qui cherche à éclaircir la question de pourquoi l'Italie a été le premier européen à non pas uniquement à devenir fasciste, mais à finalement inventer le fascisme et pourquoi ce mouvement a eu autant de répercussions à travers l'Europe. L'écriture est assez particulière puisque cela commence directement à la fin de la Première Guerre mondiale et on va avoir surtout des fragments. Les chapitres sont très courts et entre chaque chapitre il y a des extraits de textes contemporains, soit des lettres écrites par des activistes communistes, soit des extraits de journaux, ce qui fait qu'on va quand même si c'est long, on va quand même avoir une lecture assez dynamique de ce texte. Il s'agit également d'un roman polyphonique, c'est-à-dire que des fois on a l'intérieur, on a l'histoire qui est écrite du point de vue de Mussolini et d'autres fois on a l'histoire qui va être écrite du point de vue de différents personnages historiques, que ce soit des militants fascistes, des communistes, des parlementaires libéraux. Ce roman a finalement été assez controversé en Italie puisque bien évidemment on ne représente pas l'intériorité de Mussolini avec tant de facilité. Je peux vous rassurer pour vous dire que Mussolini n'est à aucun moment idéalisé. On comprend bien que c'est un personnage assez fantasque, que c'est un homme qui se perd finalement dans ses délires, qui est caractériel, qui est émotif, qui invente ce mouvement par haine et par rage envers la société, mais également par opportunisme. Et ça nous permet d'avoir un magnifique panorama de tous les personnages importants de la politique italienne du XXe siècle, qui a eu, malgré elle, peut-être un impact retentissant à l'étranger. Donc également une très bonne découverte, même si pour moi le lire en italien ça rajoutait une difficulté supplémentaire, donc j'ai connu un ralentissement vers la fin, mais j'étais contente de le lire, j'étais contente de le finir et peut-être que je vais m'intéresser à la suite puisque cela devrait être une trilogie. Je parle beaucoup dans cette vidéo, je vais accélérer. J'ai lu complètement par hasard Le Tumulte de Paris d'Éric Hazan, édité aux éditions La Fabrique. Pour ceux et celles qui ne le savaient pas, comme moi avant la lecture de ce roman, Éric Hazan en fait a créé les éditions La Fabrique, qui sont des éditions relativement engagées politiquement, plutôt à gauche. Éric Hazan est un expert de Paris, est un expert également de Balzac. Il a écrit des textes justement sur la ville de Paris et le rapport avec cet auteur. Et ici dans Le Tumulte de Paris, qui est un de ses derniers ouvrages, il va finalement parler de son expérience du Paris contemporain, puisque Éric Hazan est né et a grandi à Paris dans les années 30 et ne l'a finalement jamais quitté. Donc c'est un Parisien
parisien pur souche, on pourrait dire. Et il va justement parler de comment il a vu Paris évoluer au fil des années, ses différents quartiers, les librairies, les catégories démographiques qui ont évolué, ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Et ce qui est réellement appréciable dans ce roman, c'est que Eric Hazan ne va pas du tout avoir ce côté un peu lourdeau que peuvent avoir certaines personnes âgées. Il va pas du tout partir dans du « ah, c'était mieux avant, voilà pourquoi Paris aujourd'hui c'est la déchéance complète ». Non, au contraire, il va vraiment s'intéresser à ce qui fait vivre la ville de Paris aujourd'hui. Il va notamment y critiquer également la gentrification, ce qui fait que certaines catégories de personnes sont poussées à l'extérieur de Paris et comment il y trouve encore du charme aujourd'hui. Donc très bonne lecture, vraiment achetée par hasard pour le coup, et je serais également curieuse de lire plus de choses d'Eric Hazan puisque c'est une figure militante et littéraire quand même assez importante. Autre lecture de cet été, j'ai lu The White Album de Joan Didion. Donc si vous vous souvenez, il y a quelques mois j'ai lu Blue Nights de Joan Didion que j'ai absolument adoré. Blue Night c'est plutôt autobiographique et The White Album ça va être une série d'articles que Joan Didion a écrit dans les années 60 et dans les années 70 alors qu'elle écrivait pour différents magazines, Vogue notamment, qu'elle résidait en Californie et que finalement elle était chargée de décrire un petit peu les évolutions de la société américaine et de la société californienne à cette époque qui est l'époque des hippies, l'époque des Black Panthers, l'époque de diverses évolutions sociales majeures pour ce pays. Si vous voulez le lire et que vous souhaitez trouver réellement des informations factuelles, importantes, détaillées, historiques sur les Black Panthers par exemple ou le meurtre du clan Manson, ça va pas être le livre pour vous puisque Joan Didion a réellement son propre style qui se rapproche de ce qu'on peut appeler le réalisme journalistique. Elle va finalement avoir une écriture très particulière où elle va s'intéresser à certains détails qui semblent être mineurs dans diverses affaires juridiques pour vraiment les souligner et pour finalement développer ce que chaque détail va représenter. Elle a une écriture assez épurée mais qui peut des fois quand même être donner des phrases alambiquées mais d'une façon totalement positive, c'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de complexité, de profondeur dans la simplicité des actions qu'elle va parfois décrire et dans les petits moments qu'elle va rechercher. Il y a de nombreux passages assez touchants puisqu'ils sont relatifs à sa vie personnelle également, notamment certains passages qui parle de Hawaï qui brode sur tout le public qui se trouve dans les grands hôtels hawaïens. Donc on est toujours surpris parce que ce sont divers articles, donc on est constamment bousculé finalement d'une catégorie à l'autre. Mais j'ai trouvé l'ensemble plutôt réussi. Ça n'a pas été un coup de cœur comme Blue Nights l'a été, mais on découvre finalement une partie également plus intime de l'Amérique à travers ces articles, une partie dont on parle peut-être moins en Europe. Et donc vraiment si vous voulez découvrir la Californie des années 60 et 70 d'une façon un petit peu originale et un petit peu détournée, je vous recommande réellement Joan Didion et je comprends pourquoi elle est considérée comme une des grandes autrices américaines encore vivantes aujourd'hui. Ensuite, j'ai lu dernièrement First Day to Chrome, How the Populist Right Conquered Italy, qui est écrit par David Broder. Alors je vais m'excuser, ce livre est en anglais et peut-être qu'il sort un petit peu de mon cheminement habituel sur Booktube et Bookstagram, mais il s'agit d'un ouvrage de non-fiction sur la montée du populisme et notamment le berlusconisme de la fin des années 90 et du début des années 2000. Donc si vous ne l'avez pas compris, je suis d'origine italienne, je parle italien, je vais régulièrement en Italie et j'ai connu quand j'étais enfant cette période extrêmement particulière où Berlusconi a profité de la césure entre cette période en Italie où il y avait un parti chrétien et un parti communiste pour s'imposer sur la scène politique italienne grâce à notamment des émissions, toutes sortes de chaînes télévisées privées qu'il possédait et qui lui permettaient de diviser son message à grande échelle. Et ce livre va vraiment rentrer dans les détails finalement de pourquoi l'Italie est aujourd'hui un pays qui est en grande difficulté économique et politique. Il n'a pas été écrit de base en italien, il a été publié, il est sorti ici présent en anglais, mais il est écrit par un journaliste anglais qui réside en Italie depuis 20 ans
et qui va réellement s'intéresser à ce qu'on pourrait qualifier de la mort de la gauche en Italie. Pourquoi l'Italie, qui avait finalement le plus grand parti communiste d'Europe occidentale, a vu sa gauche complètement flétrir et quasiment disparaître aujourd'hui. Pourquoi on a vu la montée de mouvements comme Cinque Stelle, comme la Lega, qui sont très populistes, qui sont très à droite, qui sont très ouvertement racistes, et pourquoi il y a ce sentiment un petit peu de désespoir quand même dans la société italienne aujourd'hui, surtout pour la jeunesse. Je l'ai trouvé complet, j'ai trouvé justement qu'il parlait autant de Craxi que de Berlusconi, que de Salvini, que du rôle que peut jouer encore aujourd'hui la mafia et l'église catholique dans la politique italienne. C'est un ouvrage qui fait finalement plutôt un triste constat que l'on connaît si l'on s'intéresse à la politique italienne, mais pour les néophytes qui souhaiteraient connaître un peu mieux l'Italie outre les voyages touristiques, et si vous lisez l'anglais, ça peut vraiment être une bonne découverte. Ensuite, j'ai lu un autre ouvrage de non-fiction que j'avais depuis longtemps dans ma palle. Il s'agit d'Histoire du sucre, Histoire du monde de James Baldwin, édité aux éditions La Découverte. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté en anglais, je pense qu'il a dû attirer mon attention dans une librairie où j'en ai entendu parler quelque part, puisqu'il est de base publié dans cette langue, mais je l'ai ici en français. Comme le titre l'indique, ça va être un ouvrage de non-fiction qui souhaite retracer l'histoire du sucre. Comment le sucre, qui est finalement un produit de base étranger à l'Europe, a joué un rôle fondamental dans la découverte du Nouveau Monde, dans l'exploration, dans le colonialisme, dans le marché d'esclaves, et comment il est devenu finalement un produit assez représentatif, notamment du commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et les Caraïbes, l'Europe qui amenait des esclaves là-bas pour leur faire cultiver du sucre, pour ramener du sucre en Europe. Ça va être un ouvrage très intéressant qui va vraiment être multidimensionnel. Je pensais de base qu'il allait plutôt s'intéresser à l'esclavage, et même s'il y a tout un chapitre dédié justement à la question du sucre, des plantations et du traitement des esclaves, Baldwin il va vraiment parler de façon plus large de colonialisme, mais surtout de début du capitalisme, comment à travers le colonialisme, on a pu voir l'essor du capitalisme moderne et de la mondialisation qui se sont dessinés, comment le sucre, qui était un produit rare et luxueux au Moyen-Âge, est devenu quelque chose de parfaitement commun au 19e siècle, au point où les ouvriers avaient des caries monstrueuses parce qu'ils mangeaient du sucre, ils mettaient du sucre dans leur boisson, et comment aujourd'hui le sucre est encore un enjeu majeur puisqu'on lui attribue généralement l'obésité, le diabète, différents problèmes de santé, et pourquoi finalement la malbouffe, ce qu'on appelle malbouffe je veux dire aujourd'hui, c'est un phénomène surtout associé aux classes sociales défavorisées. Donc vraiment un excellent ouvrage, bien équilibré, qui suit une lignée historique assez logique. Si vous voulez connaître un peu plus la question justement de l'esclavage des Caraïbes et du développement du commerce dans ces régions, je vous le recommande fortement, vous y apprendrez plein de choses, et ça a été une lecture que j'ai trouvée finalement assez abordable et facile. Ensuite, autre lecture, avant-dernière lecture, il s'agit de La végétarienne de Han Kang. C'est un livre, je l'avais vu énormément tourner sur les réseaux sociaux, et lorsque j'étais à Paris cet été, j'ai pu rencontrer une abonnée qui me l'a très gentiment offert, donc merci à cette personne qui se reconnaîtra certainement. J'en avais beaucoup entendu parler, je savais que ça allait être quelque chose d'assez sinistre disons-le, et je n'ai pas été déçue, j'ai trouvé ça carrément glauque dans un sens positif puisque j'ai aimé cette lecture. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments où j'étais assez perturbée, j'étais un peu là, je vais peut-être prendre une pause avant de continuer. Après je suis quelqu'un d'assez sensible, mais je vais quand même vous dire qu'il faut mettre un avertissement si vous avez des gros problèmes avec la thématique par exemple de l'anorexie ou de l'alimentation malsaine ou du mauvais traitement des animaux. Peut-être faites attention avec ce livre parce qu'il va traiter de ces différentes thématiques. Donc pour vous faire un résumé, le personnage principal de Young-hye est une jeune femme coréenne qui a épousé un homme absolument par amour, pas par amour je veux dire, plutôt par convenance. Et un jour cet homme va se réveiller au milieu de la nuit, entendre des bruits bizarres à la cuisine
il va y aller et il va voir sa femme Young-hye devant le frigo en train de jeter tous les produits d'origine animale qu'ils ont. Si vous connaissez un petit peu la société coréenne, vous savez que c'est une grosse société de viandards. C'est assez difficile d'être végétarien dans la société coréenne, sauf si vous mangez ce qu'on appelle du temple food, qui est de la nourriture bouddhiste. Donc le fait que Young-hye rejette la viande fait d'elle assez rapidement une espèce de paria sociale. Et petit à petit, elle va se mettre à rejeter vraiment de plus en plus de nourriture et à avoir carrément des fantaisies de végétalisation. Elle va vouloir échapper à son corps, elle va vouloir devenir comme une plante, comme un arbre. C'est un roman qui est extrêmement sensuel, l'aspect de la chair y est très présent, autant dans l'utilisation, la description qu'il fait de l'exploitation des corps féminins. C'est un roman qui a des consonances féministes très prononcées, autant dans ses références justement à l'industrie de la viande, à la pression sociale, au rapport que le corps entretient avec la nourriture. Donc pour ça, si vous vous intéressez au féminisme, si vous vous intéressez à la question du féminisme en rapport direct avec l'exploitation animale aujourd'hui, qui est une thématique qui est assez présente dans les études véganes et dans les études féministes, ça va être vraiment le roman pour vous, si vous ne l'avez pas déjà lu. Il y a également tout un aspect érotique qui peut être tout autant sensuel que dérangeant qui est développé. Chose particulière, c'est que Young-hye finalement est très, on peut dire, invisibilisé dans ce roman. Cela fait probablement partie de la critique qu'on lui offre. Je ne vais pas trop vous en dire puisque je pense que c'est vraiment quelque chose que l'on doit découvrir et un roman qui va surprendre le lecteur, qui va peut-être choquer, mais qui va finalement interpeller sur des questions de société fondamentales. Donc nonobstant mon dérangement initial, ça a été une très bonne lecture, lue d'une traite. Excellent et je vous la recommande encore une fois. Ensuite, dernier livre que j'ai ici, j'ai Une éducation libertine de Jean-Baptiste Delamo, qui est un ouvrage qui dont j'avais entendu parler finalement sur la chaîne de Napolita. C'est un de ses romans contemporains favoris. Et si vous connaissez Napolita et que vous lisez ce roman, vous ne serez pas surpris parce que ça correspond tout à fait au genre de lecture qu'elle apprécie. Cela se passe à Paris en 1760, donc à l'aube de la Révolution française, avec le jeune Gaspard qui quitte sa Bretagne natale pour arriver à Paris et qui est absolument sans le sou, sans fortune, sans renommée familiale, qui est juste un homme du peuple qui va devoir travailler très durement pour finalement gagner sa croûte. Et ce jeune Gaspard a des ambitions que l'on pourrait même qualifier de démesurées, c'est-à-dire qu'il se voit comme faisant potentiellement partie de la noblesse. Il est vraiment fasciné par les nobles, il se rêve gentilhomme, il veut vraiment faire une ascension sociale. Et c'est son ascension sociale que l'on va suivre à travers ce roman, qui se lit également comme un roman d'apprentissage, puisqu'il s'agit d'une personne plutôt jeune. J'ai beaucoup aimé ce roman, même si ça ne va pas forcément être un énorme coup de cœur. Je trouve que ma lecture s'est nettement améliorée à partir de la seconde moitié. J'ai trouvé le début assez lent, j'ai été un petit peu rebutée et désarçonnée par le style qui est très particulier. Alors c'est bien un roman contemporain, Jean-Baptiste Delamo c'est un jeune auteur qui a reçu plusieurs prix, et pour celui-ci du prix Goncourt du premier roman, mais cela va être écrit dans un style qui est presque un petit peu archaïque, je pense volontairement pour réellement recréer cette ambiance du XVIIIe siècle, qui va être un style très orné, avec un vocabulaire, un lexique réellement très recherché, des mots, des expressions qui peuvent être désuets aujourd'hui. Et donc si vous aimez ça, vous allez adorer. Moi ça m'a un petit peu fait penser à Chateaubriand, qui est un auteur que je n'apprécie pas forcément beaucoup, mais il y a réellement cette maîtrise et cette finesse du style qui sont remarquables, mais d'autre part j'ai trouvé que parfois ça alourdissait un petit peu le fond, et notamment le début du roman, j'ai trouvé que ça mettait un petit moment pour se mettre en place. Cela dit,
J'ai adoré la seconde partie. Je pense que finalement je me suis également habituée un petit peu au style, même si c'est pas ce que je préfère personnellement. Au bout d'un moment j'ai traversé le Rubicon et je me suis familiarisée avec la façon dont Del Amo a écrit ce roman, et j'ai même trouvé finalement que la forme embrassait assez bien le fond. Mais bref, l'histoire est géniale. L'histoire est remplie de péripéties, de rebondissements, on ne sait réellement pas à quoi s'attendre à la page suivante, on est constamment surpris. Les personnages sont bien construits psychologiquement, c'est très noir, c'est très sarcastique, oui, c'est sombre. C'est réellement un homme qui est prêt à tout pour arriver au sommet. Comme le titre l'indique, une éducation libertine, cela va également s'intéresser à la thématique de la chair, à la thématique de l'exploitation du corps, à la thématique également de l'homosexualité masculine à cette époque. Donc si ça vous intéresse, jetez-y un coup d'œil. Finalement justement voilà à comment le corps peut être exploité et à comment d'autres personnes peuvent être exploitées à travers leur corps. J'ai trouvé ça très intéressant. Je serais également curieuse de lire d'autres œuvres de Del Amo pour voir si justement il maintient toujours ce style. J'ai aucune idée finalement s'il a écrit d'autres romans historiques ou s'il s'est plus porté sur des thématiques contemporaines. Mais dans tous les cas, très jolie découverte. Un grand plaisir de lire quelque chose de contemporain qui sorte un petit peu des carcans habituels et des impasses stylistiques qui sont aujourd'hui très prévalentes, je le trouve. Donc bonne lecture et encore une fois je vous le recommande. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, ça a été finalement une assez bonne série de livres. Ça a été une période de lecture un petit peu ralentie. Mais néanmoins quand même je peux m'excuser parce que j'avais ces deux gros pavés que j'ai emportés avec moi. Mais je suis assez contente, c'était diversifié et je rentre dans l'automne rempli d'aplomb et rempli d'envie de lire plein de choses différentes. Donc voilà, sur cette liste de livres, si vous en connaissez certains et que voilà vous voulez laisser les impressions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un DM sur Instagram si vous utilisez cette plateforme. Tout est dans la barre d'infos finalement en bas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, bye bye.